Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce trésor au Bénin. Voici le sommaire. À Nati Tengou, on a célébré le Moussotier, une fête identitaire qui mobilise à chaque fin d'année cette communauté de groupes sociolinguistiques Otamari dans l'Atakora autour des chants et danses traditionnelles. La célébration de cette année coïncide avec la procession des futurs jeunes initiés à cette cérémonie traditionnelle de circoncision prévue pour 2026. Ensuite, le directeur départemental Atlantique a procédé au lancement de l'examen blanc du brevet d'études du premier cycle et celui du baccalauréat dans la commune de Ouida, justement, précisément à Pouvier, accompagné d'autres cadres du système éducatif. Le directeur a exhorté les candidats à plus de concentration et de sérénité. Vous suivrez dans ce trésor au Bénin le constat fait par nos équipes sur la première journée de composition. Et puis enfin, à suivre aussi l'autre rôle des relais communautaires. Ils organisent aussi des séances de sensibilisation et d'éducation citoyenne au profit des populations à la base. C'est à travers des causeries éducatives tenues dans les quartiers et les villages pour aider la communauté à améliorer non seulement son mode de vie, mais aussi contribuer au respect des droits des enfants. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La communauté Osori d'Atayo de Nati Tengou a célébré le Moussotier, une fête identitaire qui mobilise justement à chaque fin d'année cette communauté de groupes sociolinguistiques Otamari dans l'Atakora autour des chants et danses traditionnelles. La célébration de cette année coïncide avec la procession des futurs jeunes initiés à la cérémonie traditionnelle de circoncision prévue pour 2026, occasion propice pour échanger avec les futurs initiés les réalités socioculturelles de la communauté. Alassane Arouna pour le compte rendu. On se serait cru dans les rues de Nairobi au Kenya avec les jeunes Maasai. Mais erreur. Nous sommes ici à Nati Tengou au Bénin et ces jeunes adolescents sont issus de la communauté Osori d'Atao, un clan du groupe sociolinguistique Otamari dans l'Atakora Ouest. Âgés de 18 à 25 ans, ils sont de futurs candidats à la prochaine cérémonie initiatique de circoncision de masse prévue pour 2026. Un rite de passage essentiel dans la vie de tous les jeunes du clan puisqu'il marque une transition vers l'âge adulte. À chaque 4 ans que le jeune Osori veut passer de l'étape adolescent à l'étape adulte, il passe une étape d'initiation, la circoncision. Et cette étape prend un an de préparatifs. Ça a démarré déjà depuis décembre passé, dans les coulisses, dans les couvents. En prélude donc à la grande messe de l'année prochaine, ces futurs initiés sont soumis à une série d'épreuves dont, entre autres, cette procession à travers les rues de Nati Tengou qui va les conduire au grand marché de la ville. Une sortie toute particulière qui met le jeune initié au contact de ses aînés qui, en retour, lui dévoilent les secrets cachés du riche patrimoine Osori. Il y a eu cette année l'initiation des jeunes Osori. Donc, et on a voulu qu'ils fassent le tour du marché de Nati Tengou. C'est une étape de la cérémonie d'initiation. On fait le tour du marché quand on commence les initiations. Chaque clan, après le démarrage, envoie les jeunes. Et quand on les envoie, leur première chute, c'est de venir se présenter au marché de Nati Tengou, puisque c'est notre grande métropole, Nati Tengou. Longtemps resté dans le grand secret des couvents, la culture Osori d'Atao s'ouvre peu à peu au grand public. Une innovation de l'association des clans Osori pour se conformer aux vœux du chef de l'État. Aujourd'hui, avec les Vodou Days que nous avons vécu, il y a, disons, la deuxième édition cette année que nous avons vécu, le chef de l'État a fait passer un message fort. Ça a dit, sortons notre culture, ce qui est vendable dans notre culture, vendons-le. Ça a dit dans le sens de montrons ce qui est à montrer, ce qui n'est pas du couvent là, ce qu'on peut montrer pour montrer notre identité. Cette grande mobilisation des futurs initiés venus de différents sous-clans est une première puisqu'elle coïncide avec le Moussotier, un grand rendez-vous festif qui mobilise à chaque fin d'année et depuis la nuit des temps les communautés Osori autour des chants et danses traditionnelles. Une première à Nati Tengou, une première fois qu'on a tenté
de fédérer tous les clans Osori autour d'un même objectif à l'orée de l'organisation de la fête de Moussotié. Deux fêtes qui sont distinctes, mais comme ça a été une coïncidence cette année, Moussotié c'était la deuxième édition qui coïncide avec le démarrage de l'initiation en milieu Osori. Et comme c'est Osori qui initie Moussotié et que les fêtes d'initiation commencent cette année, nous avons voulu fédérer les deux événements. Voilà pourquoi il y a eu procession des jeunes initiés, les futurs initiés, et qui aboutissent au lieu de Moussotié. Ici, seuls les adultes sont conviés à la fête. Les initiés, quant à eux, juste après leur caravane, doivent impérativement regagner leur domicile respectif en attendant la grande apothéose prévue pour l'année prochaine. Ensuite, le directeur départemental Atlantique a procédé au lancement de l'examen blanc du brevet d'études du premier cycle, celui du baccalauréat, dans la commune de Ouida, précisément à Pauvier, accompagné d'autres cadres du système éducatif. Le directeur a exhorté les candidats à plus de concentration et de sérénité. Il est au micro de Jules Echo, Jocelyn Barriga. Les impressions sont bonnes. Ce matin démarrent les examens blancs départementaux sur le territoire de l'Atlantique. Et c'est le centre de l'espérance de Pauvier qui a été choisi pour le lancement au niveau du département. Et comme vous avez constaté, il y a toutes les autorités. Le préfet s'est fait représenter par le SCG. Vous avez la représentante du maire. Vous avez le président du patronat, les différents présidents du collectif des chefs d'établissement, lui comme privé, les partenaires sociaux, la chef centre, tout le monde était présent pour procéder au lancement. Et je tiens d'abord à remercier le directeur et le fondé de l'espérance de Pauvier pour le cadre qui nous accueille, un cadre adapté. Les candidats sont installés dans de très bonnes conditions. Nous avons prodigué de conseils aux enseignants qui vont surveiller les candidats, aux chefs centres et aux candidats. L'examen blanc, c'est l'examen même. C'est seulement le mot blanc. Mais ils doivent travailler comme si c'est l'examen parce que les résultats qui vont sortir de ces examens-là vont nous permettre de voir s'il y a des réajustements à faire avant qu'ils n'aillent à l'examen même. Mais ils sont sereins, confiants et je crois que ça augure d'une bonne fin. D'accord, on aura de très bons résultats à la fin de ces examens blancs. Et ces résultats vont nous permettre de faire des remédiations nécessaires pour avoir un très bon taux de réussite. Et à tous les candidats, je prie de votre canal pour lancer un appel à tous les candidats des examens blancs, qui est en même temps les candidats des examens nationaux. Parce que ici, vous avez les candidats au BPC, les candidats au baccalauréat qui composent. Et il faut faire remarquer que les réformes du gouvernement qui consistent à scolariser les élèves filles portent ses fruits. Depuis l'année dernière, nous avons déjà constaté que le nombre de filles dépasse le nombre de garçons. Et cette année encore, nous avons constaté, rien qu'au niveau de ce centre de l'espérance de Pauvier, que le nombre de filles dépasse le nombre de garçons, que ce soit au BPC ou au baccalauréat. Donc nous remercions le chef de l'État pour ces réformes-là. Et nous lançons un appel à tous les candidats de se concentrer, de rendre ce qu'ils connaissent. Et les enseignants vont évaluer et voir un peu là où ils ont encore besoin d'aide pour relever encore leur niveau, afin qu'à la fin de l'année, on puisse avoir de très bons résultats. Et puis l'examen blanc départemental dans l'Atlantique a démarré donc depuis ce lundi 17 mars. Les candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle et leurs camarades du baccalauréat ont pris d'assaut les différents centres de composition. Je vous invite à suivre le constat fait par nos équipes sur la première journée de composition. Ce coup de sirène annonce la fin d'une journée de composition de l'examen blanc du brevet d'études du premier cycle au plan départemental dans l'Atlantique. La surveillante s'affaire dans le ramassage des copies. Pour une première journée de réflexion, c'est la satisfaction notée chez certains candidats. D'autres, par contre, semblent avoir pu sortir leur épingle du jeu. Les épreuves n'ont pas été aussi difficiles, mais l'histoire qu'on a fait ce soir,
C'est seulement la SA3 et la SA4 qui est sortie. Et il n'y avait rien de difficile, sauf on doit accompagner notre intelligence et la sagesse, tout ce qu'on a appris. En fait, le test explicatif n'était pas difficile, mais les autres pouvons le voir et le voir comme difficile. Pour le français, c'était pas trop difficile. Presque toutes les choses on a déjà fait en révision. Maintenant, en histoire géo, bon, c'était banal. J'avais pas trop travaillé puisque c'était la SA3 et la SA4. Maintenant, je n'ai pas appris la SA4. Par rapport à l'organisation de cet examen blanc, je pense que nous avions, n'est-ce pas, pris les dispositions qu'il faut. La première épreuve, communication écrite, a été lancée à 8h00. Un peu après, plus précisément à 18h, les candidats à l'assaut du baccalauréat des séries scientifiques et littéraires rendent leur copie d'une soirée de composition. Pour eux, le contenu des épreuves répond à la performance d'un candidat moyen. Pour le matin, ça n'a pas été mal. On a composé l'épreuve de français. C'était pas si mal. Le soir, on a fait la SVT. Ça a surtout parlé de la SA3. Pour moi, c'était pas si difficile. C'était abordable quand même. Pour un examen blanc, c'était pas si difficile. Bon, généralement, en partie 1, on nous a demandé les fonctions des testicules. En partie 2, on nous a présenté un pédigré comportant un gène du drépanocytose. Bon, c'est ce que je peux résumer. En termes de statistiques, nous attendions ou bien inscrits. Au niveau des garçons, nous avons 88. Les filles font 111. Au total, nous avons 199 inscrits. Mais présents ce matin sur les lieux, les garçons, ça fait 86 et les filles font 110. Et le total, ça fait 196 candidats qui sont composés depuis le matin. Et en termes d'organisation, les choses se déroulent normalement. Selon le calendrier de la tenue des différents examens établis par le système éducatif, le certificat d'études primaires se tiendra le 2 juin 2025. La semaine suivante sera consacrée au brevet d'études du premier cycle à partir du 9 juin. Et le baccalauréat suivra le 16 juin. Et c'est un constat signé par Julie Chou, Simon Kholonou. Au palais de la Marina à présent, le président de la République a reçu en audience Conrad Baguidi, le président du Conseil économique et social. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les défis actuels, les réformes à envisager pour dynamiser les actions du CES afin de renforcer la résilience économique et sociale du Bénin. C'était aussi le moment pour le président du CES de recueillir les conseils et orientations du chef de l'État. Suivons l'extrait. Nous avons été reçus en audience par le président de la République, M. Patrice Talon, pour faire en sorte que le démarrage des travaux de l'institution, du Conseil économique et social que je préside, soit effectivement conforme à un certain nombre de principes qui sont prévus pour l'ensemble des institutions de la République, parce que la volonté du chef de l'État est de faire en sorte que chaque institution joue son rôle pour que notre démocratie puisse fonctionner comme il se doit. Donc il a été question de pouvoir faire un premier point et de m'assurer donc des modes d'échange qu'on pourrait avoir dans le fonctionnement de l'institution. Les défis sont nombreux, en dehors du délai dans lequel il faut réagir vite et démontrer que l'institution a son rôle à jouer. Nous avons également des missions qui nous sont fortes. Nous sommes en bonne et due forme une institution non partisane qui va parler à toute la population, quelle qu'elle soit, et sur tout le territoire national. Il doit nous être loisible de pouvoir faire ce travail dans de bonnes conditions et remonter les informations. Nous avons un autre défi qui est celui également de pouvoir expliquer aux populations les différentes décisions, lois et programmes qui sont pris par les différentes institutions pour que les populations puissent mieux les connaître, mieux se les approprier et sans doute, on va dire, contribuer à leur manière à la construction de notre pays et de la nation. Donc ça, c'est un défi sur lequel on doit trouver les bonnes méthodes pour pouvoir fonctionner. Ces méthodes-là vont avec le troisième défi que je vais évoquer, qui est celui donc du type d'institution que nous avons, qui est représentée au niveau des différents départements du pays. Comment nous faisons en sorte de prendre en compte cette richesse, cet instrument vraiment fort dont on est doté pour
assurer notre mission et faire en sorte que l'ensemble des institutions bénéficient de ce démembrement et donc de la puissance de l'organisation que nous allons mettre en place. Voilà différents défis sur lesquels il ne faut plus attendre, il faut aller vite pour donner les premiers résultats le plus vite possible. On parle religion à présent. Les fidèles musulmans ont démarré depuis quelques jours la deuxième décade du mois de Ramadan, une étape symbolique du jeûne autant que la première et la dernière décade. Pour en savoir plus sur cette étape, Oulette Sanoussi s'est rapproché d'un imam qui a également fait quelques recommandations. On va le suivre. Le mois de Ramadan est un mois entièrement béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas par décade qu'on compte le mois de Ramadan. Mais comme les gens, ils aiment toujours découper les choses, donc ils l'ont découpé en 3 parties. Donc il y a la première décade, la deuxième et la troisième. La première décade, la miséricorde d'Allah, Rahma. Et la deuxième décade, c'est Al-Maghfira, donc ce que nous appelons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans cette décade du pardon que nous sommes. Et la dernière décade, c'est Atq min an-nar, ça veut dire la libération de l'homme, ça veut dire pour le paradis. Donc ça veut dire on le sort de l'enfer et on l'oriente vers le paradis. Donc en ce qui concerne la deuxième décade, qui est la décade du pardon, c'est que Dieu veut, ça veut dire que le jeûne soit bien accompli. Puis après, maintenant que l'homme veille les nuits du mois de Ramadan, ça veut dire Al-Qiyam. Al-Qiyam, ça veut dire c'est une pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle on demande beaucoup de pardon de Dieu. Donc il faut faire al-istighfar, il faut faire beaucoup de zikr, il faut faire beaucoup de tasbih, donc éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois-là pour qu'on puisse avoir ce que nous appelons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, les fidèles musulmans, vous savez, au départ, les mosquées sont remplies, mais à la fin, on commence pas à se fatiguer. Bon, je voudrais conseiller la communauté de ne pas se fatiguer. Parce que le prophète nous dit que le mois de Ramadan est un mois spécial. Celui qui rate un seul jour dans le mois de Ramadan, il rate un seul jour, il ne pourra jamais le rattraper. Jamais le rattraper. Et il dit dans un autre hadith que celui à qui Dieu a donné la faveur de vivre le mois de Ramadan et qui ne s'est pas en sortir de ses problèmes et bénéficier le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala, à celui-là, ça veut dire il a tout raté. Ça veut dire c'est un moment ça veut dire c'est une occasion pour qu'on puisse se racheter, c'est une occasion qu'on doit profiter, ça veut dire pour être proche de Dieu et pour gagner le paradis. Conjointement avec les fidèles musulmans, les adeptes de la religion Tronc Pétrodéka sont également en pleine période de jeûne. Comment cela s'explique et quelles similitudes peut-on établir? Élément de réponse dans ce reportage de Tidi Goudalo. Dans ce temple Tronc Pétrodéka dans la commune d'Abomey-Calavi. Les fidèles se sont mobilisés pour vénérer l'esprit de leur divinité. C'est une messe particulière à laquelle ces adeptes prennent part en pleine période conjointe de jeûne avec les musulmans. La période de carême dans la communauté Tronc en général n'est pas tellement différente du carême du mois du Ramadan musulman. Non, c'est juste que nous pratiquons le carême dans le vaudou, eux ils pratiquent le carême dans l'islam. Oui, c'est les mêmes prescriptions, c'est les mêmes recommandations et c'est les mêmes bénédictions que nous recevons. Ces fidèles Tronc Pétrodéka pratiquent le jeûne à leur guise tout en respectant les prescriptions établies. C'est un moment de prière pour nous. Ça nous permet de se rassembler les soirs, de prier ensemble, de manger ensemble. Déjà à 6 heures, il faut être au temple, prier, après manger. C'est tout. Après aller prier au temple encore. À 17h30, 18h, on est déjà ensemble, on prie. Et à 19h, on mange un fruit. Et après, c'est fini. Quand je mange le matin, puis 5 heures comme ça, là,
Dans la journée, je ne mange pas, jusqu'au soir. Mais le soir, pour manger, je peux prendre, avant de manger, je peux prendre de l'orange. Avant de manger, les fruits quoi. Si je prends de l'orange, après ça, je peux manger de la nourriture. Le jeûne dans la communauté Tron n'est donc pas si différent de celui des fidèles musulmans. Selon l'histoire, l'esprit Tron émane de la religion musulmane. Notre esprit adorateur Tron est un esprit musulman en partie. Parce que l'empereur mondial qui nous a fait connaître cette divinité, il est au Ghana. Donc c'est lui qui nous a fait connaître cette divinité et c'est un musulman. C'est pour vous dire par là que nous nous abstenons, d'accord, à nous priver de nos désirs, désir de manger, désir de boire, désir public et autres, dans ces périodes pour demander pardon aux esprits, notamment à la divinité Tron, de nous pardonner parce qu'une année, ça fait 12 mois et dans les 12 mois, nous prenons seulement un seul mois pour demander pardon. C'est vrai, c'est peu, mais vu que c'est une prescription, on n'a pas le choix. En attendant de toucher du doigt les grâces qui découlent de ce jeûne, les prescriptions divines continuent d'être respectées chez les adeptes de trompeteurs de cas et fidèles musulmans. Dans la suite de cette édition, direction Savalou, nous irons à la découverte de certaines femmes qui excellent dans l'art de la poterie. Elles sont basées à Patabar. Leurs connaissances se transmettent de mère en fille. Elles travaillent souvent en groupe pour subvenir à leurs besoins, mais leur travail reste pénible et peu rentable au regard de l'aspect rudimentaire des techniques de fabrication des pots en terre cuite. Une de nos équipes de reportage est allée partager quelques moments avec ces braves femmes. Voici les images de Ulrich Gabar, Rachid Sobiro. Ici, le travail se fait essentiellement à la main, des mains habiles pour modeler l'argile. C'est un travail de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, et qui nécessite attention, souplesse et agilité. Réunies en association, les femmes potières de Kwataba font partie de ces longues lignées de potières traditionnelles. La connaissance ici est transmise de mère en fille. Bien que laborieuses et très entreprenantes, ces potières sont souvent confrontées à maintes difficultés. Du traitement de la matière première à la cuisson des pots pour la vente, ce n'est toujours pas une partie de plaisir. Quantité de bas de bonazan bon rosinji ya blo quelque temps aller voir rosinji pas de mon point noir bobo e bobo lo de nya de wo mi money no wo mi no nya de wo e no abo wo mi no bedo seji lo mi no aso ni mi so e no abo chile wa mi mo no bo wa no do ken mi mo kere ro come en choki jen come sin ken akegen ko sin ken. Conduite par l'Association pour le développement de la commune de Savalou, quelques membres du Rotary Club Paris Avenir sont émerveillés par la qualité du travail des femmes potières de Kwataba. Ils réfléchissent déjà aux voies et moyens pour les accompagner dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, on voudrait développer le tourisme un petit peu à Savalou parce que ça ramène de la richesse. C'est un lieu touristique qui pourrait être organisé et aménagé pour que ça attire les gens. Ce qu'elles font, c'est juste fantastique. Et on va essayer aussi de partager leur savoir avec des potiers français qui pourraient venir quelques mois, apprendre comment est-ce qu'ils font et leur apprendre comment est-ce qu'ils pourraient faire et améliorer. Aujourd'hui, on a vu qu'avec la cuisson, ils ont quelques soucis, beaucoup de casse. Et je pense qu'on peut améliorer des choses comme ça et leur montrer d'autres choses. Aménager un hangar où ils puissent recevoir les touristes à l'ombre, montrer leur métier et vendre les produits à côté. En ce qui concerne les débouchés, plusieurs acteurs béninois se positionnent déjà sur le marché de vente afin de faire découvrir au monde entier les belles œuvres de Kwataba. Ça attire la clientèle parce que quand moi j'apporte ça au marché, je vends bien. C'est avec ça que je nourris mes enfants.
Bon, tout le monde achète pour boire tisane. Sans ça, tu ne peux pas boire tisane. Quand tu as cours, c'est avec ça tu vas faire la tisane pour laver les enfants. Donc, pour ceux qui font les choses traditionnelles, c'est avec ça, eux aussi, ils travaillent. Donc, ça marche bien. Mais seulement, c'est difficile pour ceux qui fabriquent. Le travail de groupe reste l'une des forces des potières de Pataba. Elles produisent ensemble à la chaîne sous la supervision de leurs aînés. Les produits sont ensuite vendus et les dividendes partagés au prorata des efforts de chaque membre du groupe. Autre chose à savoir, avant la fin de cette édition, outre les visites à domicile, les relais communautaires organisent aussi des séances de sensibilisation et d'éducation citoyenne au profit des populations à la base. C'est à travers des causeries éducatives tenues dans les quartiers et les villages pour aider la communauté à améliorer non seulement son mode de vie, mais aussi contribuer au respect des droits des enfants. Voici les images. Voici comment se présentent les séances éducatives animées par les relais communautaires. Les femmes réunies sous un arbre chantent, dansent, mais aussi apprennent. Et elles se font également sensibiliser. Une sorte de classe pour adultes animée par le relais communautaire. Chaque mois, nous avions des causeries à faire. Et dans ces causeries, avec la population, nous arriverons à choisir des problèmes, des problèmes pertinents. Et sur ça, maintenant, ils me demandent d'aller maintenant dans les ménages pour pouvoir sensibiliser la population, pour pouvoir remédier à ça. Donc ça consiste à regrouper en quelque sorte quelques personnes et dans un endroit public, donc ça ne doit pas être dans une maison, et à prendre une thématique et à essayer de les sensibiliser, de causer avec ça. Donc c'est pourquoi on appelle ça causerie éducative. Donc ici, le causerie éducative qui se déroule en arrière-plan ici, ça porte sur l'allaitement maternel exclusif. Les causeries éducatives sont animées de façon participative en langue locale. L'objectif est de permettre aux femmes de mieux comprendre la portée du message véhiculé. Ces causeries éducatives sont souvent nourries d'ovations spéciales pour stimuler les meilleures interventions. Dans la langue locale, on dit le lait maternel, ça s'appelle boni. Boni, c'est comme si on dit l'eau du sein, quoi, si je vais traduire ça en français. Donc, juste pour les dire que si une vieille, parce que bon, il y a les vieilles avant, les demandaient de donner de l'eau à un enfant de moins de 6 mois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont donner ou pas? Ils ont répondu que, évidemment que non. Un enfant de moins de 6 mois ne peut pas prendre de l'eau. Pourquoi? Et c'est là, il a amené l'anecdote du fait que quand on dit en Bariba, Boni, quand on dit que l'eau du sein, donc ça veut dire que le sein aussi, ça contient de l'eau. En tout cas, le lait maternel, ça contient de l'eau. Donc, l'enfant n'a plus besoin de lait. Donc, en quelque sorte, en résumé, c'est ce qui se déroule derrière nous. Nous, les relais communautaires, nous sommes l'œil de l'hôpital, l'œil des autorités, l'œil du gouvernement auprès de nos populations, car nous veillons pour la protection des droits des enfants, des mineurs. Même l'Harmattan, avec son vent glacial et poussiéreux, n'empêche pas la tenue des causeries éducatives. Et pendant que les mamans sont concentrées, les enfants, eux, s'occupent autrement. À chacun sa causerie éducative. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après, Wahab Ali Para, avec son émission L'Info continue. Passez une très bonne journée et à très bientôt.